Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté votre carrière d'écrivain bille en tête avant de rouler beaucoup pour les autres. Vous avez traité des secrets de famille avec la légèreté de votre plume, y compris celui que vous révélez aujourd'hui. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on s'était vu tout au début des clés d'une vie, vers la 15e émission. Là, on est à 1201e. On a plus de 800 000 abonnés sur la chaîne YouTube. On est comme vous, on a grandi. Voilà. Enfin, on grandit au minimum, puisque moralement, je crois que vous ne grandirez jamais. Je me perfectionne. Voilà. Alors, vous sortez un nouveau livre, Frères, chez Albin Michel, dont on va parler longuement tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours ou celui de votre famille à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 13 avril 1972. C'est la première télévision de votre père, Pascal Jardin, dans cette émission. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Italique de Marc Gilbert. En fait, il est là avec un costume cravate, très sérieux, très digne. Il fume une cigarette, ce qui serait impossible aujourd'hui. Et il est vraiment l'oublié de l'émission. Il passe à la fin. Il doit parler d'un livre de José Luis de Villalonga, Golgotha. Et Villalonga doit lui répondre en parlant de son livre. Et finalement, comme il a été trop long, Pascal Jardin, Villalonga n'a jamais parlé du livre et ça a été coupé. C'était un livre qu'il avait sorti et qui était Tout pile à rage. Vous connaissez cette émission? C'est la première télé. Non. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, l'animateur lui dit: vous êtes écrivain? Il répond: non, je suis cinéaste. Et il était d'une anormale liberté à ce moment-là. Déjà, hein. Oui. Et quand on voit la façon dont tu réponds à Villalonga, qui était un aristocrate, jet-setter, il dit: votre livre, c'est un article de drugstore, vous voyez. Ça n'a pas plu beaucoup. Et c'est vrai qu'il a toujours été comme ça, même à la télévision. Moi, je l'ai interviewé un jour, préparé une émission pour Philippe Bouvard, il racontait n'importe quoi. Il était... non, pas n'importe quoi. Il disait réellement ce qu'il voulait. Oui. À peu près dans ces dates-là, je vais dîner un jour avec lui et il est bouleversé par la maîtresse de maison. Et je le vois prévenir le mari qui va tout faire pour lui prendre sa femme avant la fin du repas. Et les gens se sont mis à rire. On pas pris au sérieux, mais à la fin du repas, il est parti avec la dame. Et n'importe quoi pouvait arriver. Mais surtout, c'était un grand écrivain et un grand cinéaste, parce que bon, il a fait beaucoup de films, et il a quand même eu, je crois, une nomination au César pour Le Vieux Fusil. On l'a un peu oublié. Qui est un immense film. Bien sûr. C'était une époque où ma mère aimait 4 hommes à la fois, oui. Et qui ont tous travaillé sur le film, sur Le Vieux Fusil. Le producteur était amoureux de maman. Le premier assistant, Jacques Santi, était amoureux. Papa était le scénariste du Vieux Fusil. Et Claude Sautet avait travaillé comme script docteur sur le scénario. Et c'est probablement parce qu'ils étaient tous amoureux de la même femme que Le Vieux Fusil est aussi réussi. Et Jacques Santi est devenu plus tard comédien. Oui. Et il a été Michel Tanguy dans Les Chevaliers du Ciel. Oui. Série culte de la télévision. Donc, effectivement, et Audiard, d'ailleurs, disait beaucoup de bien de votre père, de Pascal Jardin, Alexandre Jardin. Mais il lui devait beaucoup. Papa a écrit une grande partie des films d'Audiard de cette époque. Il était son nègre. Et à un moment, Audiard signait trop de contrats, n'était pas en mesure de les écrire tous. Et à un moment, papa lui a piqué Gabin. Et il y a eu fâcherie entre les deux. Mais Gavin trouvait que franchement, puisque le petit Jardin finissait les dialogues sur le plateau, au bout d'un moment, il lui a dit « signe ». Voilà. Audiard montait tout le temps, il donnait rendez-vous, il n'était jamais là. Oui. Et il avait une autre informatrice qui était France Roche, journaliste, je ne sais pas si vous le savez, Alexandre Jardin, qui allait dans les bistrots écouter les conversations et qui lui rapportait le langage de la rue. Ça ne m'étonne pas. Et alors c'est vrai que bon, on a un peu oublié Pascal Jardin, c'est dommage que ses livres sont remarquables, et surtout il écrivait à une vitesse incroyable, Alexandre Jardin. Je crois qu'à peu près cette année-là, 73 ou 74, il a dû écrire 17 films dans l'année. Comment on fait? Il avait d'énormes problèmes d'impôts. Oui. mais ce qui est fou, c'est que là-dedans, il a écrit aussi des classiques comme ça. Voilà. Mais moi, je me souviens, parce que vous avez beaucoup parlé de lui dans vos livres, je me souviens d'un jour où je crois que les meubles ne pouvaient pas être emportés par les huissiers. Oui. Papa ne savait pas faire une déclaration d'impôt. Donc il attendait que les huissiers débarquent. Et au bout d'un moment, ça l'a énervé. Il avait demandé à un grand chef décorateur de cinéma, François de Lamotte,
de mettre ce qu'il appelait les caissons. C'était des caissons qui réduisaient la taille de l'entrée pour qu'on ne puisse pas embarquer les meubles. Et ça marchait. Et en cas de saisie, on mettait les caissons. Et il y a eu des saisies quelquefois? Tout le temps. Mais ce qui est arrivé aussi à Jean-Jacques Debout un jour, il a un piano blanc il est saisi, il dit je veux sauver le piano, il y avait, à l'étage en dessous il y avait Dany la chanteuse, Oui. on déplace le Qui piano. était amoureuse de papa à Elle l'époque. aussi. Et il déplace le piano chez Dany et il se trouve que l'huissier passe, ne prend pas le piano, il descend récupérer le piano, Dany avait reçu un huissier et le piano était parti. Et c'est vrai que finalement, si je parle de Pascal Jardin outre son talent, c'est parce qu'il vous a appris, Alexandre, que la vie était un jeu à construire. Mais un jeu risqué, puisque c'était des gens qui ne tiraient pas à blanc. C'est probablement pour ça que les films produits par leur monde, le cinéma français de cette époque, a cette densité, parce que ce sont des gens qui s'exposent radicalement, qui ont probablement été déréglés par la guerre, par des enfances de guerre, et qui se sont rués sur la vie. Et ils ont fait une littérature, un cinéma, dans lequel ils s'exposaient tous. On voit bien que la manière d'aimer de Philippe Noiret dans Le Vieux Fusil, sa manière de déclarer son amour à Romy Schneider, c'est un homme qui se met en risque. Et j'ai toujours vu mon père se mettre en risque. Et vous avez fait la même chose. Avec moins de folie. Avec moins de folie quand même. Oui. Mais c'est vrai que vous avez appris très jeune que la vie était un jeu à construire, Alexandre Jardin. Que c'était possible. Parce que j'avais vu les grands se comporter comme ça. Donc j'avais beaucoup de mal à prendre complètement au sérieux les jeux des grandes personnes. Quand j'étais petit, je voyais le frère de Mitterrand qui venait chercher les valises de billets que grand-père distribuait. Et ça faisait scène de film. Quand la maîtresse de mon grand-père a ouvert pour la première fois une valise qui était remplie de billets, comme dans les films. Et je me souviens, elle m'a dit, prends-en un. C'était un Pascal. Oui. De 500 francs. C'était beaucoup à l'époque. C'était énorme à l'époque. Oui. Et elle m'a dit, prends-en un, il ne compte pas. Et Oui. donc, j'ai piqué au programme commun de la gauche 500 francs. C'est vrai qu'à l'époque, les valises de billets, ça circulait sans problème. Moi, je me souviens d'avoir suivi le début de l'élection présidentielle de 1974 et dans les villes où arrivaient les responsables de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, il y avait des valises pleines de billets pour que le maire puisse faire la campagne. En tout cas, moi, je voyais ça enfant. Donc, je savais que les adultes étaient dingues. Donc, je savais qu'ils étaient fous. Alors, on a parlé de votre père et de sa première télé, mais j'ai repéré aussi la première télé de votre grand-père. Alors, c'est en 43. C'est effectivement un reportage sur une journée de Pierre Laval. Et il y a une image, on voit votre grand-père donc qui arrive dans un bureau et qui pose un dossier. Et c'est vrai que... Un parapheur. C'est vrai que le nain jaune, ça a beaucoup marqué l'histoire. Vous avez lu le livre de votre père, vous avez écrit un contre-livre. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vérité qui existe ? Il y a en tout cas pour moi une énorme blessure. Exactement, qui ne se cicatrisera jamais. Non. Alors, finalement, vous avez eu cette vision de la vie, mais vous avez eu une enfance, finalement, assez calme. Vous avez fait l'école alsacienne, on ne peut pas faire plus chic, Alexandre Jardin. En apparence, parce que l'année d'avant, j'avais décidé d'arrêter ma scolarité. Et ma mère m'avait jeté dans une école 68 Ardes qui s'appelait l'école et les villes, Oui. Une école d'autodiscipline, où il y avait des cours d'entraînement à l'orgasme, où on étudiait son corps, où les filles en quatrième regardaient en vidéo des accouchements sans douleur à Pithiviers, et où je jouais, dans le cours de théâtre, je jouais une pute. Avec Niels Tavernier. On était là tous les deux déguisés en pute. Et donc, c'était complètement fou. Donc, mais c'est parce que j'ai été au bout de cette folie qui était le délire pédagogiste 68 Ardes que j'ai supplié ma mère de me remettre dans un système normal. Mais comment elle a pu vous mettre là-bas ? Elle avait pris un risque, Alexandre Jardin ? D'abord, le risque faisait partie de sa vie. Oui. Et puis, en fin de cinquième, j'avais vraiment décidé d'arrêter. Pourquoi ?
je sentais que j'allais devenir, je sentais que l'école n'était pas un endroit fait pour moi. Et donc, je voulais qu'il m'arrive des choses. Oui, en même temps, c'était tellement peu fait pour vous que vous avez fait ensuite l'Institut d'études politiques et vous êtes diplômé en section économique et financière. Oui, ça se voit pas, mais c'était aussi des années compliquées parce que mon père était mort l'année de mes 15 ans. Oui. Donc, j'ai voulu me rassurer avec un diplôme qui permettait de gagner sa vie vite. À l'époque, on faisait Sciences Po en 3 ans. Et en fait, ça n'a servi à rien. Mais l'économie et la finance, ça vous intéressait ? Beaucoup. Beaucoup parce que j'ai toujours étudié tous les économistes atypiques. Tous les gens qui avaient redressé des situations impossibles. Et en fait, j'ai passé mes années Sciences Po à la bibliothèque à regarder les pensées différentes. Et finalement, ça vous a peut-être donné des idées de sujets pour des livres ou des films ? En tout cas, heureusement que j'ai eu mon diplôme vite, parce que j'aurais pas pu rester longtemps là-dedans. Et en même temps, vous avez fait beaucoup d'autres choses. Une autre date est importante dans votre vie, c'est le 2 octobre 1986. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Jardin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Jardin. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre très émouvant, Frères, chez Albin Michel. Et j'en reviens à votre parcours parce que c'est le principe des clés d'une vie, vous le savez bien. 2 octobre 1986, c'est votre première télévision. Alors ça s'appelle La vie à plein temps, c'est en FR3, donc c'est en province. Et c'est une émission de jeunes où vous êtes beaucoup plus décontracté que votre père pendant sa première télé. Et vous avez 21 ans et vous êtes le Benjamin de l'émission alors que l'émission est animée par un jeune, c'est pas une émission littéraire du tout. J'ai remplacé quelqu'un. Il y avait un auteur de chez Gallimard qui n'a pas pu y aller et j'ai servi de bouche-trou. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur un plateau télé. Pour la première fois. Oui. Et ça vous a même pas impressionné d'ailleurs. Vous êtes débrouillé très bien. J'ai jamais cru que la vie publique était un endroit important. Et c'est vrai que... Voilà, donc ça m'a jamais intimidé. Et vous avez pour vous présenter donc Bille en tête, votre premier livre. D'ailleurs, on a un peu oublié que Bille en tête, c'est une expression du XXe siècle qui fait allusion à la tête dans le sens d'être devant quelque chose comme en tête de la course. C'est peut-être ça qui vous a donné l'idée de ce titre. Oui, se précipiter. Voilà, exactement. Et c'est vrai que vous avez foncé pour écrire ce livre et que c'est devenu votre marque de fabrique parce que au départ, vous êtes à Sciences Po, le livre c'est quand même très différent. À l'époque, j'écrivais des pièces de théâtre que je ne parvenais pas à monter. Et l'une d'entre elles est arrivée par un hasard incroyable, par un attaché de presse de cinéma, à moitié fou, qui s'appelait Claude Davy. Oui. Et qui était à moitié fou. Totalement fou même. Et je l'ai rencontré dans la rue. Et il avait été le meilleur ami de mon père, adolescent. À l'époque où papa était gigolo, papa se tapait le chauffeur de la dame. Claude Davy se tapait le chauffeur de la dame. Et donc, je le croise dans la rue. Oui. Et j'ai 19 ans. Et il me demande ce que je fais, et il me reconnaît tout de suite, il me dit « Tu es un fils de Pascal ». Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Tu as la tête de ton père au même âge ». Complètement. Et il lit la pièce, et il me dit « Je vais donner la pièce à Françoise Verny, qui dirigeait les éditions Gallimard ». Et ça ne m'intéressait pas, parce que je voulais faire du théâtre. Et il m'a rappelé, il me dit « Je lui ai parlé », je lui ai dit que ça ne t'intéressait pas. Elle m'a dit « Dis à ce petit con que je viens dîner chez lui mercredi ». D'accord. Et c'est comme ça que l'édition est rentrée chez moi, alors que je ne voulais pas écrire de roman. Elle est arrivée chez vous, elle a dîné, elle a bien bu, je suis sûr. Non, elle était déjà bourrée à l'entrée. Elle m'a jeté sur une banquette, ouais. Elle a sauté sur moi, elle m'a coincé. Elle pesait plus d'un quintal. Ouais. Et elle s'est mise à hurler « Chérie, fais-moi un roman ». Et là, quand même, je me suis dit que si je voyais pas le destin, quand il pesait plus de 100 kilos, qu'il était sur moi, je le verrai jamais. Et vous êtes mis à écrire un roman, ce que vous n'imaginiez pas, Alexandre Jardin. Non, 5 minutes avant, non. Ça me semblait un truc pour gens qui meurent jeunes, et je voulais pas mourir. Oui, et vous ne voulez toujours pas mourir. Et Françoise Verny était à la fois militante communiste et elle croyait en Dieu, ce qui est parfois incompatible. Mais elle cumulait tout. Oui. Il y avait tout à l'intérieur d'une seule personne. Et vous avez travaillé ce livre avec elle, elle vous a suivi jusqu'au bout pour que ce livre soit parfait. Elle m'a fouetté. On avait un deal très simple. Je lui ai dit, je ne signe pas de contrat parce que je ne sais pas si je sais écrire un roman.
Mais tu me fouettes et quand c'est bon, tu t'engages à le publier. On l'avait topé et elle m'a dit c'est des bonnes bases contractuelles. Et ça a pris longtemps d'écrire? Un an, la 3e année où j'étais à Sciences Po. Je m'emmerdais vraiment sur les bancs et donc le soir j'allais la rejoindre en face de chez Gallimard. Il y avait un bar, le bar du Pont-Royal, l'hôtel, et où il y avait tous les dingues de l'époque qui arrivaient à 18h et elle buvait 1 litre de scotch. Et vous parliez de votre livre. Oui. Alors, il se trouve dans ce livre que c'est une histoire d'un garçon de 16 ans qui veut vivre tout haut, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est la première fois, et pas la dernière, que vous avez décidé, Alexandre Jardin, de traiter les thèmes graves avec légèreté. Oui, ça me paraissait une forme d'hygiène minimale. Mais vous allez comprendre après pourquoi. C'est-à-dire qu'il y avait eu tellement de drames chez moi. Tellement de folie qui en réalité n'était pas drôle que j'ai eu besoin de m'échapper dans la drôlerie, dans la légèreté apparente et ça me paraissait une manière de survivre. Oui, et de vivre en même temps. Oui. Alors il se trouve que quand on voit cette interview, vous expliquez, Alexandre Jardin, qu'en France on est un peuple de vainqueurs. C'était une autre époque. Mais on reste. Oui. Ça va revenir. Ça va revenir. Et vous expliquez, vous évoquez la fin d'un conflit de génération dans ces années 80. C'est vrai que c'est une époque de l'histoire qu'on a un peu oubliée. Mais qui était extrêmement optimiste. C'est-à-dire quand j'ai 20 ans, Paris est un endroit où tout est possible. Où on rencontre des dingues partout, où les maisons d'édition ne sont pas contrôlées par des contrôleurs de gestion, oui. Mais où il y a encore des dingues un peu partout, dans la presse, je me suis énormément amusé. Oui, et en même temps, vous avez vécu une époque qui a disparu, et c'est peut-être ça qui vous a donné l'envie de vous lancer dans la politique pour retrouver cet espoir. Mais dans la politique que j'aime, c'est-à-dire qui ne conditionne pas l'action au fait de se faire élire. Oui. Puisque j'ai toute ma vie construit des projets d'intérêt général sans être élu. Alors, est-ce que ce livre, aujourd'hui, Bille en tête, serait possible avec les mêmes éléments, Alexandre Jardin? Sans doute pas. Il y aurait toutes les ligues de vertu qui me tomberaient dessus. C'est un livre extrêmement transgressif, ne serait-ce que par sa joie. Exactement, et ça a surpris tout le monde. Alors dans cette émission, vous expliquez, vous parlez aussi chansons, et il y a une chanteuse, ça m'a beaucoup surpris, dont vous dites beaucoup de bien. Jeanne Masse, et vous dites que vous aimez Jeanne Masse dans toute première fois, ce côté punk, ça ne vous correspond pas forcément, Alexandre Jardin. J'adore les vivants. C'est vrai que vous étiez fan de Jeanne Masse? Oui, à l'époque, oui. C'est qu'elle a eu une fille, Victoria Masse, qui a publié son premier roman, Le bal des folles, on est à la folie, à 21 ans, et dans les interviews, elle refuse de parler de sa mère. Ce que je peux comprendre aussi, mais... Alors, à l'époque, le journaliste vous demande si vous vous considérez comme le porte-parole de la jeunesse actuelle, et vous répondez non. Non. Je pense vraiment que tous les artistes que j'aime ne sont les porte-parole de personne. Ils sont. Est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de dire que Cocteau est gay? Non, il est Cocteau. Exactement. Ou de dire que Picasso est espagnol? Non, il n'est pas espagnol. Il est Picasso. Et donc j'ai toujours aimé les individus à exemplaires uniques. Et vous en faites partie d'ailleurs. En tout cas, j'ai toujours eu autour de moi des gens comme ça, avec cette densité, cette liberté. Donc l'idée d'aller représenter un groupe, une communauté, ça me paraissait... Non. Alors, après Bille en tête, il y a eu le Zèbre, et vous avez eu le prix Femina, qui s'appelait d'ailleurs le prix Vie Heureuse. Je ne sais pas si vous le savez. C'était un journal qui s'appelait Vie Heureuse, il est devenu Femina, et c'est comme ça que le prix a porté ce nom. Et c'est vrai que ce prix, ça vous a aussi surpris, et ça vous a obligé justement à fréquenter ce monde de la rue Sébastien Bottin, chez Gallimard, dans des cocktails, parce que vous étiez le lauréat. Oui, ça m'est tombé dessus. Ça me paraissait très improbable. L'année d'avant, je gagnais ma vie comme moniteur de colonie de vacances en Suisse, dans un home d'enfants, et j'avais dit en riant, tiens, si mon livre a un prix, je reviens. Oui. Et j'ai honoré ma parole. Juste après le Femina, je suis parti comme moniteur de colo
à Noël. Et ce qui a été étonnant, c'est que ce livre a plu à Jean Poiret. Ça a été son premier film de réalisateur et son dernier film. Il m'a appelé un jour et il m'a dit je vais mourir. J'aime une femme, Caroline Cellier. Je voudrais, si vous m'autorisez, adapter votre livre, Le Zèbre, parce qu'à la fin de votre livre, il continue à la séduire par-delà la mort, en lui envoyant des lettres, et je voudrais que ce soit mon cadeau d'adieu. Est-ce que vous m'y autorisez? Comment voulez-vous dire non à un coup de fil pareil? Oui, surtout que Poiret, personne ne savait qu'il était malade, qu'il avait des problèmes cardiaques. Mais il m'a parlé cash tout de suite. Oui. Le sens du film Le Zèbre, c'était de dire pour l'éternité à sa femme qu'il l'aimait. Et il y a même, on a un peu oublié, une chanson du Zèbre qu'Alain Souchon a enregistrée. Car nos aurores ne sont que des aurores, et nos baisers que des baisers. Très belle chanson, méconnue. Très très belle. Dans l'album, c'est déjà ça. Ça n'a pas, c'est pas un classique d'Alain Souchon, mais là, il l'avait faite pour le film. C'est une immense chanson, d'une sensibilité inouïe, quoi. Et c'était pour ce film. Oui, oui, pour Le Zèbre. Et est-ce que c'est finalement ce Zèbre qui vous a donné ensuite envie de faire du cinéma? Non, c'est des circonstances très bizarres. Je devais adapter pour la Paramount aux États-Unis mon roman Fanfan. Finalement, ils m'ont refusé le fait de le mettre en scène. Et je suis rentré à Paris, je suis tombé sur un dingue qui était un producteur de génie, qui est Alain Terzian. Et Terzian m'a tout de suite dit oui. Et ça a marché. On a fait venir Sophie Marceau qui a dit oui, et puis voilà. Voilà. Et ben, il y a eu une autre aventure de dingue qu'on va évoquer à travers une autre date, le 31 octobre 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Jardin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Jardin. Nous parlerons tout à l'heure de Frères, ce nouveau roman chez Albin Michel, un roman très émouvant, très léger et très dur en même temps. Et on parle du 31 octobre 2000, parce que là aussi c'est la télévision qui annonce une nouvelle aventure, une télévision régionale encore, pour annoncer un scoop. Vous êtes à l'école Sainte-Ursule en Mayenne pour soutenir l'action des enseignants et retraités, et parce que le Conseil général de Mayenne et l'association Lire et Faire Lire ont lancé un appel aux bénévoles retraités. Et ça, Lire et Faire Lire, ça commence vraiment avec ça, et ça a été un tournant dans votre vie. À ce moment-là, j'ai vraiment décidé de mener ma politique du livre. C'est-à-dire de donner à notre pays des instruments pour qu'on devienne une nation de lecteurs. Et Lire et Faire Lire a été une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, il y a 750 000 enfants qui en bénéficient chaque année. Il y a 20 000 bénévoles. Ce sont des retraités qui vont transmettre le plaisir de la lecture partout en France, dans les 100 départements, dans les dom-toms aussi, qui viennent transmettre le plaisir de la lecture. Et c'est vrai que ce jour-là, on le lance en Mayenne. Ça a été un travail de terrain incroyable, avec les militants locaux. Et aujourd'hui, ça ne m'appartient plus, ça appartient aux militants. Ça appartient aux gens qui font Lire et Faire Lire, aux 20 000 personnes. C'est ce qu'on appelle, dans toute son acception la plus puissante, un programme de citoyen. Voilà. Alors, je crois que l'idée est née à Brest en 85. Il y avait un instituteur qui a fait une demande. Et il a demandé que les membres de l'Office des retraités des personnes âgées de Brest... Oui. Voilà, et c'est parti de là. Oui, c'est parti ça a été une expérience brestoise. J'ai trouvé ça tellement intelligent. Ça m'a semblé évident qu'il fallait que toute la France imite Brest. Et c'est le cas aujourd'hui. Oui, mais alors c'est un truc de folie, de se lancer dans cette aventure tout seul au départ avec quelques personnes, c'est pas évident, Alexandre Jardin. D'ailleurs, je me souviens des vieilles dames à Brest qui m'avaient dit « Mais enfin, vous êtes fous, la France c'est quand même grand ». Je dis « Oui, mais on va trouver des alliés ». Et on a trouvé la Ligue de l'enseignement, les associations familiales, et puis plein d'entreprises qui nous ont aidés. On avait démarré avec Picard-sur-Gelée, et je leur avais demandé leur caissière. C'était des jeunes mamans, oui. Beaucoup, pour qui ça avait du sens. Et les premières années, elles ont trouvé un tiers des bénévoles à la caisse, en discutant. En fait, il faut demander aux gens de notre pays d'aider le pays. Et ils disent oui. Oui, bien sûr, mais comment est venue cette idée? Pourquoi avoir fait ça, alors que vous avez une carrière d'écrivain qui marchait bien et que vous auriez pu y rester? J'ai pensé que le pays commençait à entrer dans les grands craquements et qu'il fallait construire des solutions issues du terrain.
Et là, le modèle partait de Brest. À l'époque, je m'étais dit qu'il fallait gouverner à partir de l'intelligence locale, à partir des réussites. Et au lieu de débarquer avec des idées de Parisiens. Voilà. Et ça ne m'a plus jamais lâché. J'ai monté un nombre incalculable de programmes qui presque tous sont des généralisations d'expériences locales. À Brest, ça a été un coup de tonnerre, si j'ose dire. Oui. Et c'est vrai que on vous a pris pour un fou au départ, Alexandre Jardin. Personne n'imaginait que 20 ans après, il y aurait une telle réussite. Oui, mais en plus, on est en croissance. C'est-à-dire ? L'IRFR Lire n'arrête pas de gagner en puissance. Moi, je m'arrêterai quand on aura 4 ou 5 millions d'enfants en France qui liront chaque semaine avec des retraités. Alors ça aussi, faire lire des enfants, c'est d'autant plus un pari qu'aujourd'hui, il y a les chaînes comme Netflix ou YouTube, et que les enfants préfèrent YouTube à un bon livre de la bibliothèque familiale. Oui, mais je sais qu'on va gagner. On va faire une nation de lecteurs. Et j'ai mis en route une quantité extraordinaire d'initiatives ou participer ou agrandi et je sais que si on raisonne autrement, si on active des ressources qui semblaient dormantes, j'ai écrit par exemple les 2 premières saisons d'une initiative avec McDo, des albums jeunesse dans les Happy Meal pour enfants. On a distribué 70 millions d'exemplaires. Et vous avez été suivi ensuite par Éric-Emmanuel Schmitt, Oui. Catherine Pancol et quelques autres. Oui, tout à fait. Mais vous voyez, si vous raisonnez autrement, c'est-à-dire si vous le faites plus modestement, en vous demandant où sont les gens, comment est-ce qu'on peut parler réellement à la population, au lieu de penser que tout le monde doit rentrer dans le modèle classique, non, les gens sont là où ils sont. Dans certains quartiers, il y aura jamais de librairie. En revanche, il y a des McDo. Donc, faire rentrer le livre. Et faire en sorte que le livre arrive dans des milieux populaires qui sont très éloignés du marché du livre. Et vous avez des gens qui vous écrivent, qui vous en parlent, des familles qui vous remercient ? Oui. Ah oui, puisque des livres comme ça, vous les retrouvez dans la salle d'attente d'un centre social. Oui. Mais j'ai multiplié les initiatives comme ça, et au final, je sais qu'on va faire une nation de lecteurs. On va gagner. C'est certain. Et vous êtes passé par le biais de la littérature jeunesse aussi. Oui. Ça a été une bonne façon de toucher les jeunes. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Un enfant, quand on raconte une histoire à un enfant, tout est de l'action. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire « et la petite fille était triste ». Il faut que la situation dise qu'elle est triste. Donc, ils sont sur une autre planète. Donc il faut leur parler autrement. Vous n'avez jamais eu de moment de découragement ? Non, on gagne. À tous les coups. Et ça a tellement marché qu'au Québec aussi... IRFR Lire s'est installé en Suisse, s'est installé aussi en Acadie. Oui. Il m'est arrivé une histoire extraordinaire. En Acadie, les Français ne le savent pas, mais il y a une vieille alliance entre les Indiens Micmac et les Français d'Acadie. Parce que quand les Anglais ont voulu déporter les Acadiens, une grande partie des Français se sont réfugiés pendant à peu près 70 ans dans les forêts. Ils ont survécu grâce aux Indiens Micmac. Et donc les Micmac, il y a beaucoup de Micmac qui font partie du programme IRFR Lire. Et un jour, dans un fleuve, en bas du fleuve, au Québec, je suis tombé sur un chef indien Innu, dans une soirée poétique, et qui m'a parlé de l'IRFR Lire. Et je lui ai demandé comment ce chef indien avait entendu parler de l'IRFR Lire. Et il me dit, c'est par les Micmac. Il y avait un powwow, et ils ont parlé les Micmac ont parlé au nom de leur nation. Et tout à coup, il y avait des chefs indiens qui... Mais c'est pour ça que je crois en la vie. Les êtres humains aiment ce qui est bon pour eux, pour leur communauté, pour leurs enfants. Les gens ne sont pas des abrutis. Et en même temps, vous parliez du Québec et de l'Acadie, et il y a une chanson, moi je me souviens la première fois qu'elle a été chantée au Québec, j'étais là et les gens se sont levés, c'est cette chanson. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où
la saveur des choses est déjà... La langue de chez nous d'Yves Dutheil, dont il a eu l'idée un jour chez Félix Leclerc qui lui parlait de la langue française qui était en train de disparaître. Et aujourd'hui encore, Robert Charlevoix m'a dit la langue française risque de disparaître du Québec. Et ça peut vous révolter, Alexandre Jardin. Non, on va agir. On va multiplier les initiatives de lire et faire lire. Maintenant que je vais beaucoup plus au Canada, alors je suis à côté, je suis amoureux en Ontario, oui. Mais le Québec n'est pas si loin. Je vais m'occuper d'abord d'implanter en anglais, chez les Anglais, de lire et faire lire, et puis de doper pour les Québécois. Parce qu'il y a un vrai travail à faire là-bas aujourd'hui. Oui, mais on va le faire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que votre passion de la langue française, elle a toujours été dans vos gènes, Alexandre Jardin. C'est ce qui rend l'être humain puissant. On va redevenir une très très grande nation quand nos enfants seront remplis de mots. C'est tout. Il y a du boulot. Oui, mais il est faisable. Et puis, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Vous m'aviez raconté un jour que vous lisiez des livres et que vous annotiez des mots pour les apprendre ou pour les resservir ensuite. Oui, j'ai fait ça pendant les 10 premières, entre 20 et 30 ans. À l'époque, j'apprenais d'ailleurs par cœur toutes les remarques d'usage du littré. J'avais trouvé dans une brocante un vieux littré et je passais au stabilo toutes les remarques d'usage. Continuer à boire n'est pas continuer de boire. Et effectivement, on les oublie de plus en plus, ces remarques d'usage. Ça fait un bien fou de fréquenter ce vieux littré. Oui, mais quand on voit les fautes de français à la télévision ou dans les journaux, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Là aussi, il y a du travail. On va remonter. J'aime votre optimisme. Et alors, vous avez commencé ce travail par vos enfants que vous avez éduqués beaucoup plus que vous avez été éduqués par vos parents. J'ai été très intéressé par le monde de chacun d'entre eux. Ils existent puissamment exemplaires uniques. Ils sont producteurs d'univers extrêmement puissants. Ils ne se ressemblent pas du tout. Je suis complètement bluffé par chacun d'entre eux. Est-ce que c'est en pensant à eux que vous avez écrit Les Coloriers, qui a été une série oui. magnifique où un groupe d'enfants décide de tuer le dernier adulte? À l'époque, oui. J'étais tout à fait sous le charme des miens. Oui. Mais est-ce que ce livre, qui était le domaine de l'enfance, vous avez été à la fois félicité et hué? Ça arrive souvent en même temps. Oui. Mais c'est une chose particulière. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à défendre les enfants. Un enfant, ce qui est surpuissant chez un enfant, c'est que ça n'existe pas un enfant. Ça devient. Oui. Ça n'est pas, ça devient. D'ailleurs, quand un enfant dit « j'ai 7 ans et demi », c'est parce qu'il a conscience qu'à 7 ans, il n'était pas le même. C'est très rare que quelqu'un dise « j'ai 50 ans et demi ». Oui, c'est très rare. Parce que après, on ralentit le rythme de renaissance permanente. Alors qu'au fond, c'est notre vocation profonde. Ce n'est pas d'être, c'est de devenir. Et quand on lit vos livres, on s'aperçoit que même dans les sujets les plus graves, la légèreté est là, la légèreté de la plume. Et quand on voit les références administratives aujourd'hui ou les formulaires administratifs, j'ai vu il n'y a pas longtemps les feuilles de Parcoursup, je n'ai rien compris. Non, c'est dément. On est entré dans la civilisation du CERFA. Mais là encore, ça va se retourner. Je suis très optimiste. On est un peuple profondément intelligent, avec d'immenses périodes de conneries. Oui. Mais on en sort toujours. Et il se trouve aussi que quand on voit vos livres, bon, il y a à la fois la famille, les sujets personnels, l'amour. Vos livres ont grandi avec vous, Alexandre Jardin. Plus que jamais maintenant. Parce que j'ai fait une rencontre très fondamentale il y a 2 ans. J'ai rencontré celle qui m'a appris réellement à vivre dans la réalité, avec amour. J'ai rencontré cette femme qui vit tout au juste niveau. On s'est écrit pendant le confinement. On n'a pas pu se voir, elle est canadienne. Et on a décidé d'acheter notre maison avant de s'être embrassés. Je suis rentré dans une agence à côté de Narbonne, à côté de chez Trenet. Et j'ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. On l'a trouvée. Et on a démarré notre vie sans s'être embrassés. Et cette femme m'a appris à être
à être au juste niveau d'à peu près tout. Et c'est ce qui fait que mes livres, dorénavant, seront complètement différents de mes livres de jeunesse. Je ne vis pas de la même manière depuis que je suis dans son regard. C'est une femme d'exception. Et ce livre-là qui sort aujourd'hui, Frères, jamais ne serait né si elle n'avait pas été là. Ben, ce livre, on va en reparler justement à travers... Mais jamais. Jamais. Mais on va en parler justement de ce livre dont la date de sortie est le 6 septembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Jardin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Jardin. Donc on a parlé de votre parcours, bien sûr, de vos combats que vous menez et que vous allez continuer à mener. Et puis le 6 septembre 2023 est sorti ce livre Frères chez Albin Michel. Un livre, vous dites que vous n'auriez pas écrit sans cette femme que vous avez rencontrée il y a 2 ans. Parce qu'il fallait avoir beaucoup de sécurité affective pour écrire ce livre. C'était un livre très dangereux pour moi. Sur mon frère qui s'est tué il y a 30 ans, qui s'est mis un coup de fusil dans la bouche, et qui a été rigoureusement l'inverse de moi. Et qui vivait sans aucune forme de surmoi. Et il y a 30 ans, je reçois un coup de fil quand j'arrive à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et on me dit, mais Emmanuel vient de se mettre un coup de fusil dans la bouche. Et je n'ai pas su le protéger. Et pendant 30 ans, vous avez conservé ce secret de famille et vous dites que ce livre est le plus obscur de votre vie, Alexandre Jardin. J'en ai pas parlé à mes enfants. Et je leur en ai parlé plus profondément là, récemment, juste avant la sortie du livre, de la beauté de leur oncle, mais qui est presque un être impensable au vrai sens du terme. Pendant 30 ans, je n'ai pas su parler de mon frère. J'en ai parlé autrement, puisqu'il est derrière tous mes personnages. Vous parliez du zèbre. Il est derrière la totalité des personnages que j'ai créés. Y compris Bille en tête, d'ailleurs. Il est partout. Il a été d'une liberté dont on n'a même pas idée, mais qui m'a paniqué, qui m'a fait horriblement peur. Parce que je le voyais vivre... ça me fascinait, ça me faisait peur. Quand papa meurt, notre papa, lui a 18 ans, moi j'en ai 15, et je le vois au bout de 3 semaines pimpant, alors que moi j'allais très mal. Et à la rentrée, mois de septembre, papa meurt fin juillet, je le vois mais tout pimpant. Et je découvre qu'il a sauté dans le lit de la dernière femme de notre père. Et qu'il s'est installé dans l'appartement, rue de Varennes. Il donne des grands dîners. Et je lui dis, tu peux pas. C'est extrêmement dangereux pour toi. On peut pas faire ça. Et il m'a dit, tu n'as pas compris. C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est bon. Il voulait absolument faire comme votre père. Mais je lui ai dit, tu ne peux pas faire jouir la femme de papa. Oui. Il m'a dit, non, c'est ça qui est bon. Je lui ai dit, mais elle ne te voit pas, elle voit papa. Il m'a dit, tu m'as pas compris. C'est ça qui est bon. Donc il allait tellement loin que je ne savais plus ce que je devais penser. Il rencontre une fille à Athènes, il revient et il nous dit tout de suite qu'il l'épouse. Oui. On organise tout, c'est mon demi-frère, donc on organise chez ma mère, et il m'appelle le matin à 7h, et le samedi matin, et il me dit, je le sens plus. On annule tout. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais avec les centaines de gâteaux, les bouteilles de champagne, les gens arrivent à midi. Je dis quoi? Il me dit, je n'avais pas pensé à ça. Il me dit, on va transformer le déjeuner de mariage en déjeuner de fiançailles. Et je dis, la mariée, elle en pense quoi? Et donc les gens arrivent, atmosphère surréaliste, très gai. Et le lendemain matin, il m'appelle, il me dit, c'était bien. Je dis, oui. Il me dit, c'était tellement bien, je remets ça, je l'épouse dans 15 jours. Voilà. Donc ce frère qui n'a pas de couvercle, je ne sais pas le protéger de lui-même. Car il a passé sa vie, et vous le dites dans ce livre, Alexandre Jardin, au bord de l'inexistence. Toujours. Au bord en réalité, il a vécu au bord de tout. Et je ne savais pas s'il était fou, si c'est lui qui avait raison. À un moment, il a voulu se faire refaire le nez pour avoir le mien. Je ne savais pas s'il devenait fou ou pas. Je lui trouvais toutes les sagesses, toutes les drôleries, parce que c'était l'être le plus drôle du monde. Et en même temps, en danger permanent. En même temps, c'est un mystique. C'est un être qui est tout trop, et qui est pure poésie.
et qui finit par se mettre un coup de fusil dans la bouche, dans le jardin de sa mère, sous les fenêtres de sa mère, à 30 ans passés. Quoi. Et c'est le 11 octobre 93, date que vous avez définitivement éliminée de votre calendrier. Je ne savais pas le penser. Pendant 30 ans, je n'ai pas su penser à mon frère. Et d'abord, parce que je me sentais coupable. Il y avait eu des alertes et Bien sûr. vous l'aviez sauvé plusieurs fois. Oui. Mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait. À l'époque, j'aurais dû demander son internement. Je ne dis pas que ça l'aurait sauvé. Mais on ne sait jamais. Ça peut être une crise qui peut être surmontée. En tout cas, je ne l'ai pas fait. J'étais trop jeune, j'avais 27 ans. Et ça m'a coûté cher. Hein, de ne pas avoir eu le courage de me faire violence. Pourquoi a-t-il eu ce geste extrême? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? La vie n'était pas un endroit pour lui. Il n'était pas construit pour la vie. Il a été d'une fragilité et d'une poésie absolue. Il a été très dangereux pour moi. Je vais pas m'étendre sur certains passages du livre. Mais il m'a glacé. Il m'a subjugué. Je l'ai aimé à la folie. Et quand il est mort, il y a eu la moitié de moi qui a disparu. Quoi. Oui, car vous étiez les deux faces d'une pièce. Oui. Et je crois qu'il rêvait d'être metteur en scène et que déjà l'assistanat s'est mal passé. Il était incapable de rentrer dans un processus normal. Il était sur un film de Michel Blanc où il était stagiaire. Il a laissé un mot parfaitement injurieux et il est parti au bout de 15 jours. Et à ce moment-là, il saute dans le lit d'une femme productrice qui sortait d'un immense succès, je ne veux pas dire son nom, mais et je le retrouve en gigolo. Et je lui dis, tu peux pas être gigolo et devenir metteur en scène, ça marche pas comme ça. Il m'a dit, si, car je le fais. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie à ce moment-là, vous allez reconnaître sa voix. Et je me souviens l'avoir visité sur ce décor-là. Jean-Jacques Benex, qui avait lui un mal de vivre peu avant sa mort, je l'ai reçu dans Les Clés d'une vie, et il regrettait finalement de ne pas avoir accepté les propositions d'Hollywood. Il était passé à côté de sa vie aussi. Et il avait une passion pour Jean-Jacques Benex, je crois, votre frère Alexandre Jardin. Oui. Il lui a même prêté une femme, je crois. Oui. Mais ils étaient tous fous. Ils étaient tous fous mais il y a 1 an et demi, j'ai perdu ma mère, mon beau-père et ma sœur. Et il y a eu un vide. Et il m'a semblé, alors que le bonheur rentrait par ma canadienne dans ma vie, que je devais remettre tout à sa place. Et c'est pour ça que j'écris Frère. Ce sont des objets sacrés, les livres. On peut rendre la vie à quelqu'un. Oui, finalement, ce sont des funérailles littéraires avec 30 ans de retard. Oui. On peut rendre la vie. C'est le bon endroit pour le faire. Un livre. Et en même temps, il y a des regrets qui s'installent? Des culpabilités folles. Je sais que la grande mode aujourd'hui, c'est de se déculpabiliser de tout. Non, il y a certains moments où on passe à côté de certaines responsabilités. J'ai vraiment fait des erreurs avec mon frère. Je les ai payées très cher. Moralement? Oui, moralement terrible. Mais finalement, est-ce qu'il était possible de faire autre chose? Vous racontez dans votre livre qu'à un moment, il est à l'hôpital et les médecins le laissent sortir alors qu'il n'aurait pas dû sortir. Jamais. Il fallait le protéger. Il était en danger. Et en même temps, donc ça donne un livre d'une gravité terrible, parce que c'est quand même un jeune homme qui se fait exploser la cervelle. Et en même temps, c'est un livre terriblement drôle, parce que Emmanuel est la drôlerie. Il y a des scènes surréalistes que vous racontez. Un jour, il a piqué le carnet d'adresse de votre père, et il a invité le tout Paris à l'Alcazar. Il était dingue. Il a même, je crois, appelé François Mitterrand. Oui, je me souviens. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était extraordinaire. Moi, j'écoutais, parce qu'à l'époque, il y avait des téléphones avec un petit téléphone sur le côté. Et il expliquait à Mitterrand que je me souviens, il voulait que tout le monde vienne habillé en marsupilami. et Mitterrand ne savait pas ce que c'était quand même un marsupilami. Je
me souviens d'une discussion complètement folle entre mon frère et Mitterrand. Emmanuel voulait faire rentrer Mitterrand dans un costume de marsupilami. Je me suis amusé comme un fou avec ce frère et en même temps il me terrifiait. Il me terrifiait parce qu'un jour on est en week-end dans la maison de sa mère et il est là avec son amoureuse et il m'explique les goûts sexuels de son amoureuse et qui visiblement aimait bien la cravache. Et il me dit, tu sais ce qui lui ferait très plaisir parce qu'elle t'aime beaucoup. Est-ce que tu peux monter dans la chambre? Je crois que ça lui ferait plaisir qu'on la partage. J'ai paniqué. J'ai foncé, j'ai récupéré mon sac, je suis parti en courant. Il était trop, quoi. Ça se passait à Gambais, Oui. la ville de Landru. Oui. C'était là où était la maison de famille. C'est là où il s'est tué, Je crois que la maison s'appelle la maison du bout, le bout du chemin. le bout du chemin. C'est incroyable comme titre, c'est Terrible. prémonitoire. Et à Gambais, il y avait la maison de Landru, et je ne sais pas si vous le savez, mais celui qui a repris la maison de Landru, qui ne savait pas que c'était Landru, vous savez ce qu'il a installé à la place de la cheminée? Un barbecue. Là aussi, on ne peut pas l'imaginer. C'est Emmanuelesque. Alors, il se trouve aussi qu'il avait une idole, c'était Warren Beatty, je crois, dans le film La vie est belle. Le ciel peut attendre. Le ciel peut attendre. Oui. Et parce que la mort, dans le ciel peut attendre, la mort est vivante. Donc il était dans cette irréalité-là. J'ai aimé à la folie ce frère. Et vous le racontez avec beaucoup d'émotion, en avouant que vous-même, en Irlande, un jour, vous avez songé à mettre fin à vos jours, Alexandre Jardin. J'ai pas songé, je l'ai fait, j'ai juste été récupéré dans la mer par un gamin irlandais qui m'a sauvé. Et pourquoi? Papa venait de mourir, on m'avait jeté exilé tout seul. Au lendemain des obsèques, on m'a mis dans un avion, je suis parti. Et j'ai pas su faire face. Donc en même temps, je comprends ce qui peut se passer dans certains moments. Je les comprends. Mais de là à le faire, il y a une marge. Oui. Et puis, vous racontez aussi dans ce livre, Alexandre Jardin, que Emmanuel, votre frère, vous a félicité pour vos prix, mais il aurait bien aimé être à votre place. Il était surdoué pour écrire. C'était un poète gigantesque. Et il ne l'a pas fait. Non, il y a eu quelque chose d'inachevé, d'inabouti. Et vous avez compris avec lui qu'il n'est pas nécessaire de comprendre l'autre pour l'aimer. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je n'ai jamais compris mon frère. Et je l'ai toujours aimé. On n'est pas obligé de comprendre. Et ce livre, c'est destiné à le réhabiliter, mais en même temps à servir pour beaucoup d'autres, car finalement, ce genre d'exemple, c'est rare, mais ça peut exister, ça peut aider d'autres personnes. Je crois surtout qu'il faut parvenir au sein de nos familles à être d'une vérité complète dans nos regards. Il faut sortir de toutes les formes de déni. Il faut remettre tout le monde à sa vraie place pour que nos familles soient vivantes et vivantes de leur mort. Parce que dans toutes nos familles, il y en a qu'on a mis dans des placards. Et c'est pas leur place. Et moi, j'ai mis pendant 30 ans Emmanuel dans un placard. Ce n'était pas sa place. C'est pas parce qu'il n'était pas adapté à cet endroit qu'est la vie qu'il n'avait pas sa place parmi nous. Et je sais que parfois, on peut écrire des livres qui touchent au sacré. Ça arrive parfois. Et là, j'ai voulu le faire pour lui. Et je peux vous dire que c'est un sacré livre, à la fois drôle et émouvant, sur un personnage totalement délirant, effectivement, qu'on retrouve dans tous vos autres livres. Merci de l'avoir écrit et je sais le courage que ça a représenté, Alexandre Jardin. Je le dois à cette femme. Eh ben, on peut l'en remercier. Ça s'appelle Frères, c'est chez Albin Michel, et je suis convaincu que ça va toucher beaucoup, beaucoup de lecteurs et de lectrices. Merci. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.